Merci de la présentation, merci de m'avoir invité à faire ce discours. J'aimerais que vous preniez un message à amener chez vous. Lorsqu'on on arrive aux données très localisées, il n'y a pas de moyen d'éviter cela si on veut vraiment avoir de grands résultats. Je vais vous parler de la biodiversité, le monitorage en Suède. Et je vais le faire par 3 programmes. Les 2 premiers, le NILS et le deuxième. Et ce sont des programmes à plusieurs utilisations, alors que le troisième est très spécialisé. Et ces 3 programmes sont organisés autour de notre département. Et nous nous sommes rendus compte que la collaboration entre les programmes et l'échange d'informations ont une grande valeur, non seulement pour nous, afin de pouvoir faire des choses de façon plus efficace, mais de donner une valeur ajoutée aux différents acteurs. Évidemment, pour des données des paysages, il est très important pour nous de voir qui sont les acteurs, qui veut nos données, parce que de recueillir des données juste pour le faire n'est pas une bonne idée. Il faut avoir un récepteur pour ces données et les plus importants. Et ceux qui sont à l'origine de ces demandes pour nous, lorsqu'il s'agit de la biodiversité, c'est le processus CBD. Par exemple, les indicateurs qui sont requis à niveau international et aussi les processus à niveau national avec des objectifs environnementaux, par exemple ceux du CBD. Nous avons les aspects du changement climatique, le protocole de Kyoto, les émissions, les estimations. Et enfin, en Europe, nous avons la directive pour les habitats en Europe. Et c'est quelque chose sur lequel je vais me concentrer en partie au moins aujourd'hui, c'est-à-dire la surveillance du statut de préservation et le rapport sur la mise en place. Et cette directive s'adresse spécifiquement à des habitats d'un certain intérêt et à des espèces qui ont une grande valeur pour ce qui est de la préservation. Cette directive des habitats est en train de changer la manière dont nous travaillons avec la préservation au niveau biologique en Europe, tout au moins en Suède. Par exemple, les prises de décision basées sur des preuves qui sont beaucoup accélérées et la gestion adaptative. Et en général, nous devons faire des rapports sur beaucoup de choses différentes. Nous devons mesurer l'étendue de beaucoup d'espèces d'habitats. Nous devons comprendre l'importance des fonctions des habitats et prévoir les prévisions à long terme. Et ceci est un rapport qui doit se faire tous les 6 ans. Et aussi quelles sont les principales pressions et les menaces pour ce type d'unités qui sont mesurées. Et donc, il faut avoir des rapports pour 88 habitats avec quelques 120 espèces. Et ces évaluations doivent être faites par séparé dans 3 régions biogéographiques terrestres différentes. Et la colonne vertébrale pour ce type de surveillance de la biodiversité en Suède est le programme NILS. Et le directeur Johan Svensson, peut-être vous l'avez déjà vu ici à cette réunion, et ce programme se base sur l'échantillonnage aléatoire. C'est-à-dire au lieu de faire un mappage complet, on fait des échantillonnages aléatoires et on se concentre sur tout type de paysage et différents types d'habitats également.
Donc l'inventaire dans des forêts, dans les terrains agricoles, dans les environnements alpins, dans les marécages, dans les rives, et surtout pour supporter les décisionnaires nationaux. Avec ce dessin, ce qu'il y a d'unique, c'est qu'on combine différents inventaires dans le même paquet. Par exemple, l'unité d'échantillonnage principale a une parcelle de 5 par 5 km. Et dans ces 631 unités d'échantillonnage, nous faisons également de la surveillance par parcelle et également l'interprétation des photos aériennes à l'intérieur de 1 km². Et également, nous nous occupons de lignes et points, de la quadricule. Donc, les parcelles d'échantillonnage sont différentes. Certains paramètres sont mesurés dans un rayon de 3,5 mètres, d'autres dans 10 mètres, d'autres dans 0,3 mètres. Différents types d'impact, l'utilisation de sol, les couches de terre, de buissons, d'arbres, les différentes plantes, la composition, tout au moins une liste des espèces les plus communes. Peut-être la partie la plus novatrice du projet est qu'entre toutes les parcelles d'échantillonnage, nous faisons un échantillonnage qui permet que lorsque on se déplace entre les parcelles, où qu'on trouve différentes caractéristiques telles que les routes, les creux, les bords de forêt, etc., on essaie de l'écrire de différentes manières, et donc la manière dont ces pistes changent tout le temps, etc. Également pour les fossés. Nous faisons également une interprétation des photos aériennes. Et j'aimerais ici mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas des zones très grandes, c'est 1 km par 1 km à l'intérieur desquels nous faisons cette interprétation. Et certains des paramètres sont les mêmes, c'est-à-dire les couches d'arbres, de buissons, la couverture du sol, l'humidité du sol, les positions, s'il y a du pâturage. Et tout ceci est mesuré par polygone. D'autres, par exemple les fossés, le seront par ligne, également pour des clôtures, etc. Par exemple pour les monticules, les bâtiments, et aussi, là on le fait par point. Donc il y a différents types de mesures en rapport avec ce type de caractéristiques référencées. Et j'aimerais montrer un exemple simple avec la distribution par densité des arbres dans la forêt, par exemple pour des hêtres, pour les bouleaux, pardon. Ceci veut dire que cette distribution est le programme sur lequel nous faisons un rapport pour différents acteurs pour ces forêts de bouleaux. Et la semaine dernière, j'ai eu une question de la part de l'IBI en Suède, pas sur les données elles-mêmes, mais ils aimeraient débattre et avoir des lignes directives sur comment est-ce qu'ils devraient définir ces forêts alpines de bouleaux. C'est un peu compliqué parce que cela dépend de rapport. Lorsqu'on fait le rapport des bois, il faut le relier à l'inventaire des filles.
Mais ici, la définition a été plus vague. Et il y a différentes opinions, mais en utilisant ces types de données d'interprétation avec ce programme Nielsen, on pourrait parler des conséquences de l'utilisation de différents types de définitions. Nous préparons une définition qui est plus près de celle de la FAO pour la définition internationale des forêts. Par exemple, que la houppe, la canopée est supérieure à 10% par exemple. Mais le IPE en Suède a préféré, pour une raison qui m'échappe, qu'il fallait une canopée au-delà de 30%. Mais à partir des données que nous avons, il faut faire un histogramme et voir quelles seraient les conséquences. Et nous voyons ici sur ce chiffre que la zone totale couverte serait très différente selon la définition utilisée. Mais ceci est très facile à utiliser par nous puisque nous parlons des arguments et non pas de la classification directement. Donc nous pouvons nous adapter à n'importe quelle définition que nous demandent les acteurs impliqués. Ensuite, nous avons des informations qui nous viennent de l'inventaire des forêts. C'était très intéressant de voir qu'en Tanzanie, c'était très semblable à nos propres inventaires, même si le nôtre est plus ancien, c'est-à-dire des parcelles temporaires permanentes, à peu près la même quantité d'agglomérés. Mais il y a une différence. Nous n'avons pas besoin d'un garde forestier. Nous ne savons pas si l'ours brun est en train de se développer ou non. Il faudrait qu'on prenne d'autres lignes directrices pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Un aspect important avec la biodiversité dans les forêts est la recherche et la quantification de différents types de fonctions importantes, par exemple les écosystèmes. Une autre fonction importante qui est débattue beaucoup sur le bois mort et les débris à l'intérieur des forêts. Un aspect qui me vient à la mémoire lorsque je travaille en Europe et par rapport à la directive des habitats et qu'il faut faire une évaluation de la contribution du réseau Natura 2000. Pour ceux qui viennent de l'extérieur, l'Europe est une manière d'organiser les zones protégées en Europe. Et lorsque vous protégez des zones, vous voulez également voir à long terme que vous obtenez quelque chose en retour par rapport à ces restrictions que vous mettez pour ce qui est de la gestion naturelle. Et l'une des manières est de quantifier différents aspects à l'intérieur et à l'extérieur de ces zones. Et ce sont des données préliminaires que nous avons effectuées avec le NFI. Par exemple, estimer le volume de ce bois à l'intérieur et à l'extérieur de zones protégées pour différents types de forêts qui sont classifiées. Et cette classification a été développée par l'Agence de l'environnement européenne pour ce qui est le type de forêt. Et dans la plupart des cas, les zones protégées trouvent beaucoup plus de bois mort à l'intérieur des zones protégées qu'à l'extérieur. Mais ceci nous montre également autre chose qu'il est très difficile de voir parce que les chiffres sont très petits ici. Mais à la partie inférieure de ces barres, j'ai mis une précision relative pour les mesures. Et vous voyez que certains des chiffres sont très élevés. Et dans certains cas, nous avons une précision relative de 70 à 80%, mais d'autres n'ont pas du tout de précision parce que ce sont juste une ou deux mesures.
Ce qui veut dire que lorsque vous prenez ce type ensemble de données très important et vous vous adressez à des parties de plus en plus petites, l'information n'est plus suffisante. Et ceci peut être décrit avec des données du même inventaire lorsqu'on regarde un type d'habitat, par exemple. Par exemple, annexe 1. Lorsqu'un sous-groupe couvre une zone très petite, alors l'écart type sera très grand. Et donc, il n'y a plus tellement de sens à faire plus de mesures exactes. Et ceci montre les limitations de ces inventaires à tout faire. Nous pourrions avoir de très bonnes données pour des choses qui ont une grande couverture, mais lorsque nous arrivons à des mesures de caractéristiques qui ont peu de couverture, la précision devient très insuffisante. Et c'est pour cette raison que nous avons commencé le projet Life Plus. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et nous essayons surtout ici une nouvelle approche, c'est-à-dire un échantillonnage à 2 étapes avec l'échantillonnage à distance, dans ce cas-ci l'interprétation aérienne, avec une étude sur le terrain. Et ceci a cet aspect, toujours avec les mêmes quadricules ou quadrillages, et nous faisons une interprétation précoce pour les zones d'échantillonnage, dans ce cas-ci 200, qui sont groupées dans des catégories plus larges. Et à partir de ces catégories, nous faisons un échantillonnage selon le type de catégorie. Et dans ce cas-ci, nous choisissons 5 parcelles. La quantité dépend de la quantité de catégories que vous trouvez. Et puis nous envoyons sur place des équipes qui travaillent sur le terrain. Par exemple, dans la zone alpine, la flèche montre un point. Voici la carte de cet endroit et voici à quoi ça ressemble sur place. Et pour résumer, nous pensons que pour pouvoir faire une bonne évaluation de ce type de rapports qui sont très exigeants, nous devons faire appel à différents types de programmes d'inventaire qui combinent différents programmes. À droite, ces programmes ont plusieurs buts. Les NFI, les NILS, qui sont un autre exemple, ils sont très bons pour des caractéristiques communes, avec des computations simples, avec des estimations sans interprétation, et peuvent être utilisés pour être adaptés à beaucoup de choses différentes. Maintenant, un programme complémentaire pour différents types d'habitats et d'espèces, c'est l'échantillonnage en 2 étapes. Il y a des estimations impartiales, mais il faut définir a priori des habitats spécifiques auxquels nous nous sommes intéressés. Donc nous perdons un peu ici. Mais pour les habitats vraiment rares, nous devons faire la recollection de données dans des sites connus. C'est le cas des habitats très rares. Merci de votre attention.